C'est un enjeu de santé publique en Afrique. La cuisson propre, justement un sommet est organisé dans ce sens à Paris. Plusieurs dizaines de chefs d'État étaient réunis à l'UNESCO. Avec nous pour en parler, Abdel Agadazi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur stratégie et investissement à Coco Networks. 2,3 milliards de personnes font la cuisine avec du bois, du charbon, du kérosène. Et il y a jusqu'à 3,7 millions de morts par an. Pourquoi ces modes de cuisson font tant de victimes aujourd'hui? Alors, c'est tout d'abord, comme vous l'avez dit, un enjeu de santé publique. Aujourd'hui, les combustibles solides, donc comme le charbon et le bois de feu, quand on les brûle pour la cuisine, émettent énormément de gaz toxiques. Donc, il y a de la fumée, c'est un environnement qui est très pollué et qui entraîne des complications et des maladies. Et les principales victimes vont être les femmes et les enfants. Donc aujourd'hui en Afrique, effectivement, il y a plus de 3 millions de personnes qui ont des morts, qui sont des morts prématurées en fait, dues en fait à cette pollution interne qui se passe dans beaucoup de ménages, aussi bien en Afrique que dans d'autres pays en développement. Et il y a des conséquences environnementales également. Quelles sont-elles? Il y a une forte dégradation de la forêt qui se passe. Donc chaque année, on estime que l'impact sur la forêt de l'utilisation de charbon de bois et de bois de feu est équivalent à une surface comme la taille de l'Irlande. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Et aujourd'hui, brûler en fait et couper ces arbres crée en fait des émissions de CO2 équivalentes en fait aux émissions de CO2 de toute l'industrie aéronautique. Donc, ça correspond à peu près à 2% en fait des émissions mondiales. Et donc, c'est un vrai enjeu climatique et environnemental. Et c'est pour ça en fait que ce sommet effectivement est à saluer. Alors, que veut dire une cuisson propre? Alors, une cuisson propre, d'après l'OMS, l'OMS a catégorisé trois catégories de technologies. Donc, premièrement, c'est le gaz. Donc, les bouteilles de gaz qu'on voit communément en fait dans beaucoup de villes en Afrique principalement. La deuxième technologie qui est très propre en fonction de son mode de production, c'est l'électricité. Parce que quand on cuisine à l'électricité, généralement, il n'y a pas d'émissions également. Et enfin, la troisième technologie, qui est également là où Coco Network s'est positionné, donc c'est ce qu'on appelle les bioénergies, donc qui va concerner le biogaz, mais également le bioéthanol. Et donc Coco Networks, on est aujourd'hui le leader mondial en fait de la distribution de bioéthanol comme combustible de cuisson propre. D'accord, qui vend aussi des tables de cuisson, c'est voilà, ça, exactement. des Donc, cuisinières. des cuisinières. Donc, on vend des cuisinières et notre principal focus comme entreprise, c'est vraiment la distribution donc, de bioéthanol pour pouvoir alimenter ces cuisinières-là. Et aujourd'hui, on est présent au Kenya et au Rwanda où 1,2 million de ménages utilisent notre solution. Donc, ça permet en fait de couvrir à peu près 5 millions de personnes sur ces deux pays-là. Bioéthanol à partir de déchets de canne à sucre, par exemple. Effectivement. Donc aujourd'hui, Coco Network se source principalement sur des producteurs locaux, donc au Kenya et en Ouganda. Et c'est du bioéthanol qui est fabriqué à partir des déchets de la canne à sucre, donc de la molasse ou de la bagasse. Mais aujourd'hui, avec la technologie qu'on a sur la fabrication du bioéthanol, on peut fabriquer du bioéthanol avec à peu près n'importe quel déchet agroalimentaire, ce qui offre énormément d'opportunités en fait aux pays africains pour la production, mais également pour la distribution, et positionne le bioéthanol comme un combustible prioritaire, on va dire, parce que c'est un combustible qui est très propre sur toute sa chaîne de valeur et qui n'est pas une énergie fossile et qui est également moins cher et très rapide à mettre en œuvre. Parce que l'autre avantage du bioéthanol, c'est que aujourd'hui, tous les pays en Afrique disposent déjà de l'infrastructure pour stocker et pour distribuer des combustibles liquides. Donc tous les pays aujourd'hui ont des stations-service, tous les pays aujourd'hui ont des tanks au niveau des ports pour stocker du pétrole et de l'essence. C'est vraiment une solution qui peut s'exporter. Qui peut s'exporter très facilement ailleurs et qui a un coût de mise en œuvre sur toute sa chaîne de valeur significativement moins cher que d'autres solutions propres. Et que retenir alors de ce sommet du jour qui s'est tenu à l'UNESCO? Je pense qu'il y a eu des annonces, notamment sur tout ce qui était les financements, donc 2,2 milliards qui ont été annoncés par la Banque africaine de développement, la Norvège et également l'Union européenne. Ce montant est encourageant, mais il faudrait effectivement qu'il y ait plus de financement. Je pense que l'Agence internationale de l'énergie estime qu'il faudrait à peu près 4 milliards de dollars chaque année d'ici 2030
pour pouvoir en fait résoudre ce problème. Et 4 milliards, quand on parle d'accès à l'énergie, ce n'est rien du tout. C'est-à-dire, avec 4 milliards, on fait quoi? Avec 4 milliards, on arrive à donner accès à 300 millions de personnes jusqu'à 2030 à des combustibles propres. Et pour vous donner un ordre de grandeur, je pense chaque année, pour installer on va dire, un terminal d'énergie en Europe, que ce soit sur du gaz, ça coûte à peu près 15 milliards. Et ça, c'est un seul terminal. Donc 4 milliards par an pour résoudre un problème à l'échelle de plusieurs continents, ce n'est effectivement pas beaucoup. Et je pense que ce sommet est un premier pas, mais je pense qu'il faut qu'on continue à pousser en fait, pour mobiliser plus de financement pour résoudre le problème. Abdel Gadazi, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur stratégie et investissement à Coco Networks.